C'était elle qui a choisi tout. Elle aimait bien Hello Kitty. Depuis plus de 2 ans, Ilham entretient avec soin la chambre de sa fille, Jana, 5 ans, disparue en Syrie. Dans le tiroir. Elle a été enlevée par son père, converti à l'islam, et radicalisée. Ces petites poupées, elle adorait ça. Ouais, elle dormait pas sans ça. Je perds pas espoir. Je sais qu'elle va rentrer. Ça, c'est sûr. Tous les jours, comme si elle est là, je refais le lit, je fais son armoire, je fais la bibliothèque. Et même si elle n'est pas là, je ramène des livres. Ça veut dire quoi, Jana? Paradis. Sur cette photo, Jana avait presque 3 ans. En 2009, Ilham rencontre Eddie Leroux. Elle est à l'époque sans emploi, lui maçon. Ils se marient, elle tombe enceinte. Mais leur relation se détériore rapidement. Eddie Leroux se radicalise et se serait montré violent. Le couple se sépare avant la naissance de Jana. Eddie Leroux rencontre alors une nouvelle femme, également radicalisée. Le 29 août 2014, à la fin des vacances scolaires, Eddie Leroux ne rend pas la petite fille à sa mère. Jana est emmenée en Syrie avec les 3 autres enfants de sa nouvelle compagne. Depuis, plus aucun contact avec elle. Voici l'une des rares photos de sa fille prise en Syrie. Ilham a réussi à se la procurer sur le profil Skype de son ex-mari. Là, on voit que ses cheveux, ils sont coupés. Elle avait des longs cheveux avec sa mèche. Et là, je vois le début de la maltraitance. Ilham, soutenue par sa sœur, a déposé plainte pour soustraction de mineurs. Elle a mobilisé Matignon, la diplomatie française, pris des contacts pour tenter d'exfiltrer sa fille, en vain. Apparemment, elle parle plus français, elle parle arabe. Et je sais pas s'il veut changer son nom. La France, elle a encore un otage là-bas. Eddie Leroux serait décédé en Syrie au cours de combats en juin 2015. Sa nouvelle compagne décide de rentrer en France en octobre dernier avec ses 3 enfants, mais sans Jana. Mise en examen à Paris et placée en détention, notamment pour délaissement de mineurs, cette femme a expliqué que Jana aurait été confiée à un couple qui aurait décidé de la garder en Syrie, où elle est désormais considérée comme l'enfant d'un martyr. Et Jana n'est pas la seule. Selon les services de renseignement, 400 enfants français seraient présents en Syrie ou en Irak actuellement. Certains deviennent des combattants, comme ces garçons d'une dizaine d'années, filmés à Raqqa fin 2014 par un homme non identifié. Salam alaikum. Alaykoum salam, t'es qui toi? Moi, c'est Sifallah. Toi, t'es Yadou. qui? Je suis de France. T'es qui toi? Sifallah, Saifullah. Tu viens d'où? de France. De France? Ouais, mais d'où France? Strasbourg, 6-7, représente. Subhanallah. Ouais, tout Strasbourg il est ici ou quoi? Ouais. Moi, je suis de Toulouse, de la Toulouse Rainerie. Subhanallah, Toulouse et Strasbourg, vous êtes tous ici. Ça je comprends, représente 6-7, mon vieux, ici. hein. Ouais, hein. Et toi, tu représentes Mohamed Merah. Ouais, je les représente. Donne un petit message pour ceux qui sont en France. Ici, on est des moudjahids, on est en Syrie. On Ouais. est à Raqqa ici, c'est la guerre ici. Ouais. C'est pas les petits bébés qui font la renoie comme ses parents. Ah, moi je veux ça, ah, moi je veux ça. Viens si tu vas voir comment ça se passe. Ta pète, là. Méchant, frère. Faut leur dire de venir gentiment, mon frère, parce que sinon. Oh, viens, frère. Ouais, viens, Sifallah. Il est trop méchant, ton pote. Ouais, c'est très méchant, ouais. Subhanallah, tu vas où, Narvalo? Cet enfant aurait quitté la France en 2014 avec ses parents et ses 8 frères et sœurs, dont 4 seraient morts au combat. Le second, prénommé Hamza, serait selon les services antiterroristes décédé en mars 2016, lors d'une bataille près de Kobané en Syrie. La jeunesse constitue un enjeu vital pour le groupe État islamique.
qui lui consacre depuis plusieurs mois des centaines de vidéos de propagande diffusées sur Internet. Des images de qualité professionnelle qui invitent les musulmans à rejoindre avec femmes et enfants ce que l'on appelle là-bas le califat. Des vidéos comme celle-ci, diffusée fin 2015 par le bureau média de Daesh. Elle résume la journée type d'un enfant de l'État islamique. Entraînement physique le matin. Allez, allez! S'ensuivent les cours de religion à répétition. Un lavage de cerveau destiné à former une race pure sur le modèle de l'idéologie nazie. Les garçons sont séparés des filles. Un conditionnement extrémiste religieux, mais aussi militaire. Voilà comment on utilise une Kalachnikov. Règle numéro 1, on enlève le chargeur comme ça. Le maniement des armes est enseigné dès le plus jeune âge. Règle numéro 1. Les entraînements sont brutaux, destinés à former des guerriers prêts à mourir. Dès l'âge de 12 ans, les jeunes sont envoyés au combat. Ils doivent former la relève des djihadistes. Un embrigadement qui commence dès la plus tendre enfance. Comme en a été témoin Laura Passoni. En 2014, cette Belge est partie en Syrie avec son enfant de 4 ans pour suivre son nouveau compagnon. Elle se dit repentie de Daesh et s'est confiée dans un livre. Laura assure que des combattants ont montré à son fils comment égorger un ours en peluche avec un couteau en plastique. Un conditionnement encouragé selon elle par certains parents. J'ai pas mis non plus comme d'autres femmes le mettaient, voilà, à frapper sur les cadavres ou il y a des parents, ça leur dérange pas, vas-y, et ils en rigolent quoi de ce que les enfants font quoi. Et ils les frappent, ils crachent sur l'homme qui est là mort et ils jouent avec leur tête ou quoi. C'est pour les familiariser à être comme eux, c'est-à-dire à devenir un futur djihadiste. Mon petit garçon, je voulais pas qu'il devienne comme eux, je voulais pas qu'il devienne un terroriste. Il avait que 4 ans, c'est encore mon bébé. C'est à ce moment-là que je me dis, non, il faut que je parte, il faut que je le sauve, je ne veux pas qu'il soit comme ça. Ou qu'à 12 ans qu'on me le prenne, qu'on dit, ben voilà, il va aller au combat ou faire un attentat suicide et t'as pas le choix et tu te tais. Après 9 mois sur place, Laura et son fils ont réussi à s'enfuir de Syrie en 2015. D'autres enfants n'ont pas eu la même chance et sont même devenus des icônes du groupe terroriste. Des enfants transformés en bourreaux, comme ces 2 garçons de 8 et 12 ans. Ils sont français. Leur père, un djihadiste originaire de la région parisienne, serait mort en Syrie en décembre 2013. Laissant derrière lui ses 2 fils, que l'État islamique a pris en charge pour en faire des enfants modèles du califat. Le plus âgé, rebaptisé Abou Moussab, parle un arabe littéraire parfait. Si ton père était vivant, qu'aurais-tu à lui demander? J'aurais aimé lui demander une faveur. Et c'est de faire une opération martyre. Ou d'aller en France pour les faire exploser et venger le sang des musulmans. Et je dis à la France, bi'idnillah, on va vous tuer comme vous avez tué nos frères en terre de Khilafa. Et puis déterminé à vous frapper. La vidéo se termine par l'exécution de 2 prisonniers syriens. Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur ces enfants djihadistes. Mais comment empêcher des parents radicalisés d'emmener leur enfant en Syrie ? La justice semble impuissante à prévenir certains départs. Julie n'a qu'une crainte. Oui, mais il faut rester ici parce que c'est dangereux l'eau ici. Que son fils de 2 ans puisse un jour devenir lui aussi un enfant du califat.
non, 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 non. Elle a eu son petit garçon avec un homme soupçonné par la police d'être radicalisé. Le pédigré des frères de son ex-compagnon est inquiétant. 2 sont partis faire le djihad en Syrie. Un autre a tenté d'assassiner un surveillant de prison en région parisienne au nom de l'État islamique. Malgré ce profil trouble, cet homme dont elle est séparée a obtenu un droit de visite de l'enfant. J'ai peur de l'enlèvement, qu'on prenne mon fils pour que son père le prenne pour l'amener en terre d'islam. Il a parlé qu'il voudrait l'enlever pour lui faire son éducation. Il voulait l'interdire de fréquenter toute personne qui n'était pas musulmane. Donc les catholiques, les juifs, toute personne, lui interdire les Noëls, les anniversaires, une fête de mécréants comme il appelait ça. Après la naissance de l'enfant, le père demande un droit de visite. La jeune femme s'y oppose. La décision rendue par la juge des enfants n'est pas celle qu'attendait Julie. Il a obtenu un droit de visite sans surveillance, 7 heures dans la journée, une fois par mois. C'est énorme, en 7 heures, on peut quitter la France largement. La seule chose qu'il demandait, c'était de le voir sans moi, en fin de compte. Donc d'avoir ses droits de visite et d'hébergement. Pourquoi, je ne sais pas, puisque de toute façon, il ne demande aucune nouvelle, il ne veut rien savoir de lui. Mais il veut quand même un droit de visite sans surveillance. Et c'est là que ça m'interpelle d'autant plus. Pourquoi ? Ça me fait rappeler à chaque fois cette conversation que j'ai eue avec son proche, me disant qu'il y avait un risque d'enlèvement. La jeune femme a fait appel de cette décision. Le père de l'enfant, qui conteste toute radicalisation, a demandé à exercer son droit de visite. Julie se dit prête à refuser et à se mettre hors la loi. Des pouvoirs publics parfois démunis face au départ des enfants, mais également peu préparés à gérer les retours. Depuis l'été dernier, Daesh perdant du terrain, plusieurs Français partis en Syrie sont rentrés en France avec leurs enfants. Après avoir été expulsés de Turquie, la plupart arrivent à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ils sont ensuite pris en charge par le tribunal pour enfants de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. La procureure a ainsi dû statuer sur le cas de 18 enfants, âgés de quelques mois à 16 ans. Première difficulté, ceux qui sont nés dans les territoires revendiqués par l'État islamique n'ont, à leur arrivée, aucun statut légal. Même si la mère revient avec l'enfant, qu'est-ce qui nous prouve que c'est la mère de cet enfant-là ? Donc on ne peut faire pour... ces enfants, ils existent, il faut leur donner un titre pour qu'ils aient une existence et que ça puisse leur ouvrir des droits. Enfin, je veux dire, c'est le minimum des choses. Bon, et donc ces enfants-là, on va dire le tribunal va dire qu'ils sont nés, voilà, à tel endroit, tel jour, à telle heure, mais ça obligera la mère, qui se prétend être la mère, d'introduire une action en filiation, c'est-à-dire voilà, pour que le tribunal reconnaisse qu'elle est bien la mère, donc avec derrière une expertise génétique. À l'exception de 3 cas, tous les enfants sont passés par ce bâtiment, celui de l'aide sociale à l'enfance. Ils ont été placés dans des familles d'accueil, car leurs parents sont généralement mis en détention provisoire. Dans quel état psychologique ces enfants rentrent-ils ? Peu de recul sur la question, mais la procureure de Bobigny a eu un premier retour. Il n'y a rien qui transparaît du tout d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, voilà. C'est assez... Quand je dis lisse, c'est que vous n'avez pas d'accroche, quoi. Et des fois, vous avez des gamins, vous pouvez vous accrocher parce qu'il va péter un câble, il va faire une crise de nerfs, il va faire des cauchemars, il va être agité, il ne va pas tenir en place, il va vous raconter des trucs. C'est une façon aussi de mettre très, très, très loin le traumatisme qu'ils vivent, quoi, ou qu'ils ont vécu. Bourreaux ou victimes. Comment prendre en charge à leur retour des enfants meurtriers de 8 et 12 ans, comme ceux qui apparaissent sur la vidéo de propagande de Daesh. Dans les prochaines semaines, un programme devrait être mis en place pour assurer le suivi des enfants rentrant de Syrie. Pour Eric Sandlarts, psychologue spécialisé dans les traumatismes de guerre, il y a urgence. C'est beaucoup plus complexe quand il y a eu passage à l'acte et qu'il y a eu meurtre. Ça ne signifie pas pour autant qu'il y a une plus grande dangerosité. Je pense qu'il y a plutôt une plus grande atteinte psychique
Il vaudrait mieux prendre soin d'eux rapidement avant qu'ils entrent dans la puberté. Donc celui de 12 ans, il est à la limite, peut-être qu'il y est déjà. Celui de 8 ans, il n'y est pas encore. Si on ne s'occupe pas impérativement et rapidement de cet enfant de 8 ans qui rentre du point de vue du soin, de toute façon, c'est une bombe à retardement. Selon lui, un suivi de très longue haleine sera nécessaire. Cet enfant va grandir, il va transmettre, et donc c'est sur des générations. La question se pose sur au minimum une génération. C'est-à-dire qu'il faut avoir une perspective temporelle qui soit de l'ordre d'une quinzaine, vingtaine d'années. Pour s'y préparer, cette grand-mère dont les petits-enfants sont en Syrie retrouve régulièrement des femmes dans la même situation. Bonjour Madame la porte. Vous allez bien? Merci. Merci de m'accueillir. Dans les locaux de cette association lilloise, spécialisée dans la lutte contre l'emprise sectaire, il y a ce jour-là Lydie, enseignante, dont la fille partie en Syrie en 2014 a eu 2 enfants sur place. À ses côtés, Camilla. Sa fille est partie avec un bébé. Son deuxième est né dans une maison de Raqqa. À l'occasion de rares contacts par téléphone, dont elles ne se séparent jamais, ces grand-mères tentent de donner des conseils à leur fille, même parfois un peu dérisoires. Des fois, je lui dis un peu d'huile d'olive un petit massage avec l'huile d'olive. Elle me dit, maman, tu raffineras pas tout ça ici. Mais est-ce qu'ils vont à l'école? Non. Elle m'a dit, la grande, elle est souvent avec elle à la maison, à l'aide. Je pense qu'elle va prendre la relève, comme la mère, le ménage à la maison et à faire les enfants. Et le deuxième, là, ils ont commencé à... Elle m'a dit, il y a toujours 2 hommes qui viennent le chercher. Il reste avec eux 2-3 heures et il rentre à la maison. Ce sera le futur combattant. C'est pareil, j'ai une amie qui a peur aussi pour sa petite fille, qui a 10-11 ans. Qu'ils la prennent pas pour femme trop tôt, en fait, c'est ça. Hein. Qu'elle soit pas mariée trop tôt, pas prête, et puis un mariage arrangé. Elle a peur de ça si elle grandit là-bas, en fait. Ça va aller. Lorsqu'elle entend sa petite fille au téléphone, Camilla est inquiète de certains propos. Elle me disait, mamie, il y a des avions, il y a des mécréants à l'intérieur des avions. Ouais. Mais à force, le papa, il parle tout le temps de ça, la fille aussi, elle a pris... Mais j'ai vu que la fille, la petite fille, elle est vivante, elle a envie de rentrer, elle a envie de vivre, en fait. Elle a envie de connaître autre chose que la guerre, en fait. Aucune de ces grand-mères n'a eu d'informations récentes sur le possible retour de leurs petits-enfants. Mais elle l'espère, non sans appréhension. La seule peur, c'est qu'ils ne me connaissent pas. Donc, je vais être peut-être un peu une étrangère pour eux. Donc, il va falloir qu'ils s'habituent à nous petit à petit, quoi. Il faudra qu'on les apprivoise. Je cherche le terme. Je pense qu'il va falloir aussi les aider, ces petits. Hein. Donc, il va falloir qu'il y ait des structures, les encadrer, les aider à retrouver, pas à retrouver, mais à perdre ces valeurs qu'on leur a inculquées, quoi. Je veux dire, il faudra les aider. La mère de Jana, la petite disparue en Syrie, sait elle aussi que son combat est encore long. Mais elle est persuadée que sa fille rentrera. Si je la récupère pas moi, c'est ma famille qui va la récupérer. Soit moi, soit ma sœur. Et Jana, tôt ou tard, elle va rentrer. Il va y avoir du travail à faire, mais je suis prête pour ça, il n'y a pas de problème. Jana est toujours activement recherchée par sa mère, qui ne peut s'accrocher qu'aux photos, prises au temps de l'insouciance, avant que sa fille ne devienne la proie de l'État islamique. Dans cette prison du nord de l'Irak. Allez, on compte. Allez les gars. Les détenus ont entre 13 et 17 ans.
Tous sont accusés de terrorisme pour le compte de Daesh. Tout va bien? Parfait. Allez, organisez-vous. Comptage. Pour la première fois, une caméra de télévision est autorisée à filmer le quotidien de ces jeunes détenus. Mettez-vous en cercle. Décalez-vous. Décalez-vous. 210 adolescents arrêtés pendant la bataille de Mossoul, la deuxième ville d'Irak, bastion de l'État islamique, à 80 km de là. Incarcéré depuis 3 semaines, Youssef, 17 ans, en t-shirt rouge et noir. Youssef était un enfant soldat de Daesh. Issu d'une famille pauvre et religieuse de Mossoul, il dit avoir été recruté en 2015 par son cousin, déjà combattant de l'État islamique. J'ai reçu des cours sur les armes. Comment utiliser une mitraillette. Comment tirer sur quelqu'un. On apprenait à manier le couteau aussi. Comment poignarder quelqu'un. Ou comment le désarmer. On a aussi appris le combat rapproché. Youssef a été formé à Mossoul, dans un camp d'entraînement comme celui-ci. Il a fait partie de cette armée d'adolescents que Daesh appelle les lionceaux du califat. Une armée que l'organisation terroriste met régulièrement en scène dans ses vidéos de propagande. À Mossoul, avant le début de l'offensive, ces enfants soldats étaient entre 1000 et 1500 selon les autorités irakiennes. Youssef raconte qu'à 15 ans, Daesh l'a engagé après 3 semaines d'entraînement intensif. Il touchait une solde de 65 € par mois. J'ai signé un contrat avec eux. Ça s'est passé dans une grande salle. On était plusieurs jeunes assis et il y avait un grand drapeau de l'État islamique. On devait répéter ce qu'il disait. Je prête allégeance à la loi des musulmans et au calife Abu Bakr al-Baghdadi. Je jure de l'écouter et de lui obéir. J'ai juré sur l'honneur. Ce jour-là, on était tous très heureux. Je dis la vérité, j'étais très heureux. Armé d'une Kalachnikov, Youssef garde des bâtiments militaires près des lignes de front. Et à plusieurs reprises, l'État islamique lui a proposé de se sacrifier au nom de Dieu. Le chef des opérations kamikazes est venu plusieurs fois voir notre groupe. Il avait une clé USB et dessus des vidéos pour nous expliquer comment faire une ceinture explosive. Quand quelqu'un était volontaire, son nom était inscrit sur la liste. Ils étaient parfois 6 ou 7 à accepter. Il ne les appelait pas les kamikazes, il les appelait les shadis, candidats au martyr. Il leur disait « Vous aurez 72 vierges et vous resterez toujours au paradis ». Même si Youssef n'est pas allé jusque-là, pour avoir été membre de Daesh, il encourt 10 ans de détention. La prison d'Erbil au Kurdistan est l'un des 4 centres pénitentiaires irakiens qui accueillent des mineurs poursuivis pour terrorisme. 400 en tout dans le pays. Ici, les adolescents sont mélangés à une 50aine de jeunes détenus de droit commun. Depuis le début de l'offensive militaire sur Mossoul en octobre dernier, Zilek, le directeur adjoint de la prison, doit gérer le manque de place. On a dû transformer la salle de repos des gardiens en cellules. Depuis quelques mois, on reçoit beaucoup trop de prisonniers. On ne sait pas où les mettre. Alors on se débrouille. Cette pièce, équipée de 12 lits, accueille 20 adolescents. Ils dorment par terre à tour de rôle. Le repas se prend au milieu de la chambrée 3 fois par jour. C'est bon, ça suffit. Laisse-moi manger maintenant. Depuis quelques mois, les autorités irakiennes incarcèrent des mineurs à tour de bras. Elles savent que Daesh utilise parfois les enfants
pour en faire des armes redoutables. Le 21 août 2016, dans les rues de Kirkouk, au nord de l'Irak. Déchire son pantalon. Un jeune homme vient d'être arrêté par la police. Attends une minute. Âgé de 15 ans, originaire de Mossoul, il porte 2 kilos d'explosifs sur lui et voulait activer sa ceinture en pleine rue. L'adolescent semble perdu. Embarqué par la police, il sera placé en détention en attendant d'être jugé. À la prison d'Erbil, les jeunes suspectés de collaboration avec Daesh n'ont pas tous été pris en flagrant délit. Beaucoup ont été arrêtés sur la base de simples témoignages. Certains affirment être emprisonnés par erreur. C'est là où je dors. Comme Ali, 16 ans, fils d'un commerçant de la banlieue de Mossoul. Il affirme qu'il s'est contenté de garder des moutons pour le compte des djihadistes pendant 3 jours. Il est aujourd'hui poursuivi pour terrorisme. D'après lui, il a été victime d'une dénonciation calomnieuse d'un voisin. Et il ne serait pas le seul dans ce cas. Tu vois, lui, il avait des proches au sein de Daesh, qui passaient chez lui à l'improviste. Alors après, des gens ont dit que lui-même appartenait à Daesh, et il a été arrêté. La plupart ici, on est victime de querelles de voisinage. On n'a rien à voir avec Daesh. Il ne faut pas que les autorités nous emprisonnent sur la base de simples dénonciations. Selon une ONG qui a recueilli plusieurs témoignages dans cette prison, certains jeunes auraient été torturés par la police avant d'être placés en détention. Les autorités irakiennes démentent ces accusations. Elles font valoir que ces mineurs bénéficient de services gratuits d'avocats indépendants et que 2 fois par semaine, certains détenus sont autorisés à parler à leur famille. Cette mère vient retrouver son fils. Il s'appelle Mahmoud, il a 13 ans, c'est le plus jeune détenu de la prison. Sa famille ne l'a pas vu depuis son incarcération au mois de novembre. Mon frère, on t'aime, ne pleure pas. Ne pleure pas. Reste fort, habille-toi correctement. Oui, pas de problème, maman. Je suis bien ici. Prends soin de toi hein, et mange bien. Mahmoud, lui aussi affirme avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse. Jamais je n'aurais imaginé que mon fils puisse être emprisonné. Il est seulement au 6e. Il n'a jamais fait partie de Daesh. Il est sorti dans la rue comme tous les civils qui fuyaient et il a disparu. Nous sommes allés au commissariat, à l'hôpital. On a publié sa photo sur Facebook, partout. Mais on n'a eu aucune nouvelle. On a appris quelques jours plus tard qu'il était ici. Mahmoud a attendu 5 mois le droit de voir sa mère et ses frères et sœurs. Ali, celui qui affirme avoir gardé des moutons pour Daesh pendant 3 jours, n'a pas encore d'autorisation de parloir. Seul contact avec sa famille, des lettres qu'il transmet via la mère d'un codétenu. Bonjour madame. Wafa, qui vient ici 2 fois par mois, s'est habitué à jouer les messagères pour les prisonniers. Comme 800 000 personnes, Wafa a fui Mossoul après le début de la grande offensive en octobre dernier. Elle vit dans ce camp de réfugiés où habitent beaucoup de familles de jeunes détenus de la prison. Elle est où la maison? Par là? Je suis bien à la maison d'Ali? Non, c'est par là. Géré par l'ONU, ce camp situé à une dizaine de kilomètres de la prison devait accueillir 5000 personnes. Elles sont 20 000 à y vivre aujourd'hui.
Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. J'ai une lettre d'Ali. Tout va bien pour vous? Dieu merci. Et vous, ça va? Tu l'as vu, Ali? Oui, j'ai vu Ali. Tu lui as passé mon bonjour? Oui, bien sûr. Il vous a écrit un message. Je salue ma famille et mes parents. Je voulais vous dire que je vais bien. Je suis en bonne santé et je vous demande de venir me voir. Vous êtes contente avec cette lettre? Oui, je suis très très heureuse. Convaincue que son fils n'est pas un terroriste, la mère d'Ali espère que la justice irakienne sera clémente. Les autorités se sont engagées à juger ces mineurs dans les 6 à 12 mois suivant leur arrestation. En attendant leur procès, l'administration pénitentiaire a mis en place un programme de déradicalisation. Et ça commence par une console de jeu à disposition dans chaque cellule. Sous Daesh, on n'avait pas le droit de jouer à la console, pour ne pas que l'on voit certaines images. S'ils te prenaient à jouer, ils te fouettaient. Pour eux, ça prenait du temps sur la prière. C'est n'importe quoi. Les jeunes reçoivent aussi les visites d'un psychologue, d'une assistante sociale et d'un imam. Ce jour-là, le directeur adjoint a fait venir le professeur Mohamed Shakir. Beaucoup sont là depuis le début de l'opération de Mossoul. C'est un professeur d'université, spécialiste de la charia, la loi islamique. Bonjour. La présence des détenus est obligatoire. Pendant 3 quarts d'heure, le professeur leur présente une autre vision de l'islam que celle imposée par Daesh. Ce qui vous a attiré chez Daesh, ce n'est pas la réalité de l'islam. Daesh a dénigré l'islam. Il l'a montré comme une religion de haine, de refus des autres. En réalité, Daesh prend quelques paroles du Coran qui sont adaptées à une époque précise pour l'appliquer à aujourd'hui. À cause de ça, Daesh fait des erreurs en traduisant mal certaines paroles islamiques. L'islam ne nous donne pas le droit de tuer les gens parce qu'ils ne sont pas musulmans. Au premier rang, Youssef, l'enfant soldat de Daesh, écoute ce discours bien éloigné des prêches entendus à la mosquée de Mossoul. C'était une bonne conférence. Il nous a donné beaucoup d'informations. Je n'ai rien à ajouter. Est-ce que ça change ta façon de voir l'islam? C'est bien différent de la charia de Daesh. Devant nous, Youssef fait bonne figure. Mais de retour dans sa cellule, il va se montrer encore très imprégné de la doctrine de Daesh en parlant avec l'un de ses codétenus, Ahmed. Lui est ici depuis 6 mois pour avoir été infirmier dans un hôpital tenu par l'État islamique. Nous sommes des repentis. Et il faut que l'on pense bien maintenant. Il faut reconnaître que ce que l'on a fait n'était pas le bon chemin. Mais au début, on croyait que c'était le bon chemin. Au début, nous, à Mossoul, on était tous avec Daesh. Quelle différence il y a entre un musulman ou quelqu'un d'une autre religion? Chacun est libre de sa religion. Chacun est libre. Mais quand même, les autres, ils n'aiment pas Allah. Mais notre Dieu n'accepte pas les crimes de Daesh. Moi, Daesh m'a dit de combattre les militaires et tous ceux qui ne font pas les prières. Celui qui ne fait pas les prières, ça le regarde. Seul Allah peut nous juger. Et toi, quand tu as rejoint Daesh, tu ne savais pas qu'ils étaient aussi violents au nom de la religion? Si, je savais qu'ils tuaient les homosexuels en les poussant des toits des immeubles. Et aussi qu'ils lapidaient les femmes adultères. Moi, j'étais d'accord, parce qu'ils nous disaient que le prophète obligeait à faire cela. Donc à l'époque, c'était normal de faire ça. Youssef prend-il conscience qu'il a été endoctriné? En tout cas, au contact des autres,
Depuis peu, il s'autorise un geste interdit sous Daesh. Tu fumes, toi? C'est pas trop dur? C'est à cause de la prison que je fume. Regarde, il pleure à cause de la fumée. Ces dernières semaines, avec l'offensive finale sur Mossoul, 50 mineurs supplémentaires ont été arrêtés. Ils ont été incarcérés ici, dans l'attente de leur procès.